Bonjour, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. Nous allons attaquer le chapitre 1 du roman Les Effacés. Juste avant ça, je tiens à préciser que si vous n'avez pas encore lu le prologue, je vous conseille d'y faire un petit tour avant le chapitre 1 tout de même. Allez, on y va. Chapitre 1 Paris. Neil B., 16 ans et 3 mois, né le 12 janvier 1995 à Longjumeau, 91. Taille 1m78, poids 72 kg. Yeux marrons, cheveux châtain clair, en classe de première scientifique au lycée Hector Berlioz de Vincennes. Pratique la natation et le tir. Père inconnu, mère, Marie-Claire B., responsable de déontologie bancaire à la banque suisse Schuster & Schuster, succursale de Paris, décédée le 21 mars 2011 dans un accident de parapente à Évreux, 27. Inhumée au cimetière d'Hérence, 83, le 25 mars 2011. Ilsa se souvenait par cœur de la fiche d'identification de sa cible. Elle l'avait lue et relue des dizaines de fois jusqu'à s'en imprégner totalement. Car une mission comme celle-ci, il ne fallait négliger aucun détail, si insignifiant soit-il. Elle quitta le local où le corps du tueur à gages gisait sur le sol. En supprimant cet homme, elle venait de passer l'épreuve du feu. Dans à peine 3 minutes, la pièce serait entièrement vidée et nettoyée. Lorsque la jeune fille s'engouffra sous le porche du second bâtiment, son ouïe surentraînée perçut derrière elle les bruissements de l'équipe chargée de cette mission. Habite au 27, boulevard de Sébastopol, depuis la mort de sa mère, chez Hervé et Cécile Mauriac, oncle et tante sans enfant. Oncle retraité, tante institutrice. Appartement au 2e étage du bâtiment B. Traverser la cour. 35 marches, porte de droite. Blindé, serrure, fontaine 3 points. Difficilement crochetable. Ilsa sautait de marche en marche. Le tapis rouge aux liserés d'or amortissait ses pas. Elle triturait dans sa poche la réplique de la clé qui lui permettait de pénétrer chez les oncles et tantes de Neil. À cette heure précise, Cécile Mauriac donnait cours à ses élèves de moyenne section à la maternelle de la rue Marsoulan, dans le 11e arrondissement. Et son mari, Hervé, attendait avec fébrilité l'arrivée du quintet dans un petit bistrot quelques rues plus loin. Ilsa devait canaliser sa tension. Des images s'imposaient à elle, l'extrémité rougissante d'un silencieux, une cavité rouge de sang, le rictus d'un homme mort. La clé passait entre ses doigts agiles. Elle avait dû ruser pour s'en procurer une copie. Un après-midi, au café, elle s'était emparée du trousseau dans la poche du blouson d'Hervé, trop occupée à encourager ses chevaux. L'oncle n'avait rien remarqué. Dans une camionnette garée en face, Zacharie s'était chargé de mouler l'objet. L'opération n'avait pas duré plus de 3 minutes. Comment Christos Paneretos, le tueur à gages, serait entré dans l'appartement pour supprimer Neil? Possédait-il lui aussi un double? Ou bien aurait-il sonné, tout simplement, comptant sur les faiblesses d'un gamin de 16 ans qui se retrouvait orphelin? Elle se tenait sur le palier du 2e étage à présent. 35 marches plus haut, un coup d'œil lui apprit qu'elle était seule. Personne ne l'observait. Elle actionna la serrure. La porte s'ouvrit sans un grincement. Appartement de 3 pièces, relativement sombre, exposition nord, couloir, 4 mètres sur 1,5 mètres. En entrant, desservant la cuisine immédiatement sur la droite. Pas de vis-à-vis. 3 mètres plus loin, la chambre de Neil, 15 mètres carrés, donnant sur la cour, face au bâtiment A. Salle de bain attenante, 5 mètres carrés. Puis, en face de la chambre désignée, salon, 15 mètres carrés, sans vis-à-vis. Et chambre de l'oncle et de la tante, 16 mètres carrés, sans vis-à-vis.
en enfilade. Aucun système d'alarme, prise téléphonique au bout du couloir, câblage passant au-dessus de la porte d'entrée, pouvant être sectionné avec une simple pince. Parquet ciré, sauf cuisine et salle de bain, carrelage. Nombreux bibelots, cheminement malaisé à certains endroits. Chambre de Neil la plus dépouillée. Lit à droite, nombreuses bibliothèques à gauche, un bureau, un téléviseur à écran plat. Comment Nicolas, le rédacteur de toutes les précieuses fiches, parvenait-il à un tel niveau de détail? Cela, Ilsa l'ignorait. La chambre de Neil était la seule dont l'intérieur pouvait être aperçu par des voisins. Condition sine qua non. Un après-midi de grand soleil. C'était le jour et l'heure où le soleil se réfléchissait dans le double vitrage de la fenêtre et éblouissait les voisins, rendant impossible tout aperçu de la pièce depuis l'extérieur. C'était le jour et l'heure choisis par Ilsa pour opérer. C'était aussi le jour et l'heure qu'avait choisi Panatrétos pour commettre son meurtre. Le jour et l'heure des professionnels. Ilsa referma soigneusement la porte derrière elle. Elle progressa le long du couloir, en prenant bien soin de ne pas accrocher un bibelot. Maintenant, elle devait faire vite, très vite. Elle passa des gants de laine, le latex était proscrit en pareille circonstance. Son étirement n'avait rien de silencieux. Panarétos, lui, avait utilisé des gants de cuir noir. Neil n'est pas retourné au lycée depuis le décès de sa mère. Le médecin lui a prescrit des tranquillisants. Morpheus, 3 mg. A échappé de peu aux antidépresseurs. Une nouvelle visite est prévue à la mi-avril. Dort beaucoup, levé aux environs de 11 heures. Sieste, 14-16 heures. Couché à 22 heures. Pas de lecture ni de film. Fuit la romanesque. Revient à l'action grâce à quelques jeux vidéo. Principale occupation, console PlayStation 3, RPG, FPS. Le silence. Dormait-il encore? La porte de la chambre était grande ouverte. Ilsa vit aussitôt la tignasse hirsute du jeune homme assis sur son lit. Son corps bougeait fébrilement, de droite à gauche, la tête dirigée vers l'écran, où de grotesques extraterrestres se faisaient déchiqueter à la tronçonneuse. Il portait un casque pour ne pas faire supporter aux voisins les râles des créatures à l'écran. Panarétos aurait toujours pu sonner, si telle avait été son idée. Il n'aurait pas été entendu. Non, décidément, se dit Ilsa en lui-même, il avait dû, lui aussi, obtenir une clé de la porte. Elle s'approcha pour se poster juste derrière Neil. Son ombre ne la trahit pas. Elle la savait plutôt qu'elle ne l'a précédé. D'un coup à droit sur la nuque, elle assomma l'adolescent. Il s'effondra sur le lit. Le casque roula sur le sol, continuant de crachoter des hurlements insensés. L'UG, P8, chargé de l'oncle caché dans le placard de sa chambre à l'extrême droite, étagère du haut, dans un coffre en fer kaki, enveloppé dans un torchon rouge et blanc, a appartenu au grand-père de Neil qui l'a apporté de sa déportation, en Allemagne, STO. Ilsa étendit le corps, immobile, sur toute la longueur du lit, puis traversa l'appartement pour s'emparer du Luger, qu'elle trouva à l'endroit exact indiqué sur la fiche de Nicolas. De retour dans la chambre, elle déposa la crosse dans la paume droite du jeune homme, puis referma ses doigts. Alors, elle sortit un pistolet, identique, et plaça l'embout à une vingtaine de centimètres de la tempe droite de Neil. Là, elle pressa la détente sans la moindre hésitation, sans le moindre état d'âme. Une forte détonation se fit entendre. Un éclat rouge s'imprima sur la peau de la victime. Des cheveux s'y coagulèrent instantanément. Puis il y eut un cri, strident dans l'appartement d'en face, au même palier, en réponse au coup de feu. Ilsa dévala les escaliers en apnée. Elle reprit son souffle sur le trottoir du boulevard de Sébastopol. Elle venait d'accomplir sa mission. C'est tout pour le chapitre 1.
On se revoit pour le chapitre 2. Au revoir.